Alors, première question qu'Isabelle nous pose. Est-ce qu'on doit arrêter les injections? Est-ce que vous arrêtez les injections? Honneur aux dames. Sarah. Ah, merci. C'est trop d'honneur. Habituellement, c'est rare que je les arrête. Je dis plutôt aux patients, c'est vraiment la première question que les patients posent, est-ce qu'un jour je vais arrêter mes injections? Donc je dis toujours que parfois on y arrive, à condition d'avoir pu d'abord les espacer très significativement et durablement. Et là, effectivement, si j'ai pu atteindre Q16 sur plus d'un an, effectivement, j'émets la perspective d'essayer d'arrêter en maintenant une surveillance. À la réserve près que pour les monophthalmes, je préfère garder quand même un PRNKP, enfin ne pas arrêter complètement les injections. Voilà, moi c'est un petit peu ce que je fais en résumé. Moi, je suis d'accord aussi, bien sûr. Je pense que ça dépend beaucoup des patients qu'on a en face de soi. Les types 2, les types 3, quelques injections suffisent en général. On n'est pas parti sur du traitement chronique comme les types 1. On a beaucoup travaillé à la Croix-Rouge sur les types de néovaisseaux et la réponse thérapeutique, c'est selon les types de néovaisseaux. Donc un type 2, un type 3, là j'essaye de chercher mes happy few qui sont nombreux et je pars dans ma tête sur un PRN. Je vois un type 1, je pars dans ma tête sur un treat and extend et je sais que je vais continuer longtemps. Après, à ce moment-là, se posera la question jusqu'à quel intervalle j'arrive. Est-ce que j'arrive à injecter tous les 3 mois? Est-ce que j'arrive à injecter tous les 4 mois? Donc est-ce que je fais finalement un Q12, un Q16? J'ose pas bien encore aller avec les anciennes molécules et même encore un peu les nouvelles sur du Q20, j'ose pas trop. Et après, par exemple, si c'est un œil unique, je ne vais pas m'arrêter. Si c'est un patient qui a encore vraiment besoin, mais qui dit « moi je ne tiens plus, je ne veux plus, etc. » Alors à ce moment-là, je vais lui expliquer ce qu'on va faire. Parce qu'un patient qui a Q16 qui dit « moi je voudrais qu'on arrête les médicaments ». Je dis « d'accord, j'arrête, je sais que vous tenez Q16. Donc ça veut dire que je vais vous revoir à Q20, c'est-à-dire 4 semaines après, mais je vais vous revoir tous les mois pendant plusieurs fois. Ah ben non, je ne veux pas venir tous les mois. Ben, je dis « c'est ça sinon ». Donc il faut leur expliquer en fait ce que c'est que la sortie d'un treat and extend. Et parfois quand vous leur expliquez, ils disent bon ben finalement je vais garder l'injection et vous m'envoyez tous les 4 mois, ça m'ira bien. Donc il faut expliquer, il faut parler, il faut discuter comme toujours dans nos professions médicales. Et après ben, parfois bien sûr, ce que dit Sarah, on arrête, puis parfois on n'ose pas arrêter parce que c'est un œil unique, parce qu'il a perdu, parce que quand même on sent bien que c'est un micro-exudatif et que ça ne va pas aller si on arrête. Deux phrases qui me viennent. La première, c'est quand un patient me demande si on peut arrêter. Je leur dis, mais pourquoi arrêter un traitement qui marche? Ah oui. Et puis, quand ils sont en Q16, je lui dis, écoutez, c'est 3 visites par an. Donc, soit on fait 3 visites par an avec 3 injections, ou alors, effectivement, expliquer après, vous allez venir tous les mois pendant au moins 1 an. Donc, finalement, parfois aussi, là, tous les mois pendant 1 an, t'es dur, mais moi je fais pas de battle avec Jennifer. Hein. Je vous préviens tout de suite, pour les organisateurs de congrès dans la salle. Hein. Oui, c'est peut-être pas tous les mois pendant 1 an, t'exagères un peu, mais ouais, non, mais c'est très bien. C'est des arguments qui sont percutants. J'ai une petite question à vous soumettre, parce que refaire venir les gens tous les mois, c'est vrai que c'est violent. Est-ce que vous intégrez dans votre raisonnement les applications type ODSite pour avoir une surveillance à domicile, garder un lien plus régulier avec le patient sans les faire venir tous les mois ou pas du tout? Alors, ma première expérience avec ODSite, qui était l'expérience lorsque l'application est arrivée, avait pas été très fructueuse puisque ça avait dégagé énormément de temps vis-à-vis du patient et un grand pourcentage de patients qui n'arrivaient pas à télécharger l'application ou alors certains qui disaient oui pour me faire plaisir et qui la téléchargeaient pas. Et donc sur 60 patients à qui j'avais eu un oui, j'en ai eu que 2 actifs. Donc après, j'ai pas réitéré. Donc voilà, je pense qu'il faudrait peut-être relancer le projet, mais ma première expérience n'avait pas été favorable et j'ai pas poursuivi. Voilà, ODSite finalement, c'est la seule chose qu'on ait vraiment aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore le Home OCT, la grille de MCR à la maison, bof, donc il nous reste ODSite. Tout n'est pas parfait. Le taux de téléchargement n'est pas formidable. Pas formidable, c'est relatif, mais il n'est pas aussi bon qu'on voudrait. Le taux de rétention, c'est-à-dire de continuer à faire l'application, doit être à peu près de... Je vais dire des bêtises parce que je le présente à Retina Lyon, les premiers résultats,
de leur étude. Je les présente à Rétina Lyon dans 15 jours. Donc je n'ai pas tout en tête encore les diapos, mais bon, il doit être à peu près de 40, 50, 60%. Mais, donc ce n'est pas aussi bon qu'on voudrait, mais bon. Et donc ce qui est intéressant, c'est pour ces patients-là au moins, est-ce que finalement ça a été utile, efficace, etc. Donc là aussi, on attend tous les résultats. On verra, c'est ça, je pense, la vraie question. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde, mais si c'est pour ces patients-là, c'est assez sensible. Ce que j'ai cru comprendre des premiers résultats que j'ai vus, mais encore une fois, les diapos ne sont pas faites, donc je vais attendre de bien analyser les choses, mais c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs. Mais tant mieux, parce qu'un test de dépistage, ce qu'on veut, c'est qu'il soit sensible. Donc c'est pas grave si la spécificité n'est pas parfaite, si la sensibilité est là. C'est-à-dire mieux vaut revoir un patient pour rien que de ne pas revoir un patient qui avait quelque chose. Donc, tout à fait. Après, je pense qu'en termes de profil de patient, c'est une application qui ne répond pas au profil de tous nos patients DMLA. Et donc, on peut le proposer à certains, mais peut-être pas à tous, aujourd'hui en tout cas. Une deuxième question, Isabelle voulait nous poser: que vont changer les molécules à longue durée d'action dans nos pratiques? Je commence alors, je vois qu'on me regarde. Alors, que vont changer les molécules à longue durée d'action dans nos pratiques? Je dirais, on n'a rien préparé, hein, c'est improvisé, hein, parce que vous avez vu, hein, je suis en train de réfléchir. Je dirais plusieurs choses. Première chose, c'est ce qui vous arrive tous, du moins si vous avez tous en tête, je vais dire ça, mais je vais dire deux autres choses. Première chose, c'est les longues durées d'action. C'est-à-dire qu'on va se dire, allez, le Q12, on n'arrive pas à passer à Q12, on va peut-être le passer à Q16, ou le Q16 à Q20. On a vraiment l'impression que ces nouvelles molécules font mieux que les anciennes. Pourquoi on a cette impression-là? C'est parce que dans les études pivotales, on a comparé aux anciennes avec un schéma obligé à Q8 pour la fluvercept 2 mg. Donc, et que ce soit le Fari, que ce soit l'Afli8 ou le Béovu, à part Talon qui est super bien fait parce que là on a le même schéma pour les deux, mais on a des critères d'injection, des critères de retraitement particuliers qu'on n'aura pas dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, on aura tolérance fluide 0. Donc probablement, de toute façon, on injectera plus dans la vraie vie que dans toutes ces études pivotales. Bon. Donc c'est à confirmer tout ça dans la vraie vie, indispensable. Le Brolu, il y avait des études déjà de vraie vie qui sont sorties, qui ont l'air de dire qu'on arrive quand même à faire mieux. Le Fari, c'est pareil. On attend avec la FLI8 aussi la même chose. Bon. Donc sur la durabilité à plus long terme, probablement, on devrait faire mieux. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la durabilité à court terme. Sous-entendu, ce qu'on disait dans la conférence précédente, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients encore Q4, Q6. Et nous, on a vraiment envie, praticiens, mais c'est pas pareil pour le patient, un patient Q4 depuis 4 ans que vous passez à Q6, vous lui changez sa vie. Parce qu'en gros, je m'en fous de passer un Q16 à Q20. Ça ne lui change pas non plus complètement sa vie. Donc un Q4 qu'on passe à Q6, là on lui change sa vie. Donc, et ben voilà, ces nouvelles molécules, elles ont l'air de faire mieux aussi. Et dans ces nouvelles molécules, on va voir. Le Béovu est extrêmement asséchant, je l'ai toujours dit. Mais les résultats de la FLI8 sont particulièrement percutants, je trouve, avec des post-hoc qui montrent qu'il n'y aurait que 1,5% de patients inférieurs à Q8. Je veux dire, bon, faut voir dans la vraie vie ce qu'il en est. Le Fari n'est pas non plus en reste. Donc, j'ai l'impression que ces nouvelles molécules vont nous aider aussi pour les courts intervalles, qui est très important. Et puis, dernière chose, que ça va nous changer potentiellement, c'est peut-être le suivi de nos patients. On a un signal inflammatoire avec le brolucizumab, plus important qu'avec les autres, même si ça reste rare, mais c'est quand même plus important. On a un signal inflammatoire un peu avec le Fari, beaucoup moins important que le Brolu, mais ce n'est pas zéro non plus. Pour l'instant, on n'a pas du tout de signal inflammatoire avec la FLI8, qui reste de la FLI. Bon, à voir aussi, on verra bien. Donc peut-être que ça va nous changer un peu aussi notre suivi, ces nouvelles molécules. Voilà ce que j'aurais dit en quelques mots. Excusez-moi. Non, parfait. Je pense qu'effectivement, ça va nous aider pour nos cas récalcitrants, parce que dans nos patientèles DMLA, on a ces patients qui même s'aggravent toutes les 4 semaines. Donc ces nouvelles molécules nous permettent d'être un outil en plus pour les patients récalcitrants. Après, moi, je me posais la question des déchirures. Alors, on l'utilise peut-être...
plutôt en deuxième intention, mais sur le plan théorique, lorsqu'on a une lésion évoluée, fibrosée, très exsudative, est-ce que vous pensez qu'avec ces molécules plus fortes, on aurait plus de risques de déchirure ? Je pense que cette question a été posée à chaque fois qu'on a eu une nouvelle molécule. Quand l'AFLI est sorti, il y a eu quelques publications, case series. Ah tiens, est-ce qu'on n'aurait pas plus de déchirure avec l'aflibercept ? Avec le recul, finalement pas tant que ça. Il y a un biais, je pense, qui est qu'on va donner ces molécules plus fortes de deuxième génération sur les cas les plus sévères en switch. Ce sont des cas, les grands DEP volumineux, qui sont les plus à risque de faire des déchirures. Et je pense que c'est l'histoire naturelle de ces formes sévères. Je ne suis pas sûre que ce soit lié au traitement qu'on utilise. Et j'ai juste 2 petits éléments que je voulais rajouter en complément à ce qu'a dit le professeur Kodjikian. Évidemment, je suis complètement d'accord. Ce changement de paradigme qui arrive avec les nouvelles molécules, je pense que c'est un vrai changement de paradigme pour nos patients. Il y a une chose qu'on a dite, mais vraiment j'insiste, c'est pour les patients qui sont traités très souvent, les tolérances cornéennes et de surface deviennent un vrai problème qui limite la compliance des patients, qui est parfois un facteur d'arrêt thérapeutique catastrophique. Donc le fait de pouvoir les faire souffler un peu, même de 2 semaines, c'est extraordinaire. Et la deuxième chose, et c'est en rapport avec la communication de Corinne Dott, et j'avais aussi beaucoup travaillé sur les sous-types néovasculaires, et on sait en effet que les types 1, qui sont à peu près 2/3 des néovaisseaux, sont des néovaisseaux qui n'atrophient pas au long terme, qui ont un bien meilleur pronostic visuel, malgré des DSR réfractaires et des injections donc plus rapprochées. Mais je pense que les études pivotales de l'AFLI8 nous ont montré que même si on tolère un petit DSR, sans baisse de vision de plus de 5 lettres, finalement, la vision se maintient sur 2 ans et probablement plus longtemps. Et on peut espacer, dans 90% des cas en AFLI8, les patients à plus de 12 semaines. Donc je pense que ça fait réfléchir aussi peut-être, c'est juste un questionnement, sur la tolérance d'un petit DSR sur les types 1, qui gardent une très bonne vision et qui finalement souffrent d'injections très répétées pour des petits DSR réfractaires. Voilà. Je suis bien d'accord parce que le type 1, il y a des types 1 qui ne sont pas une pathologie. C'est-à-dire des types 1 qui sont là justement pour apporter la vascularisation à l'EP, pour éviter l'atrophie, etc. Donc je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que donc ces nouvelles molécules nous ont aussi appris à regarder ça différemment, et c'est intéressant aussi pour ça. Parfait. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Parce qu'on fait une table ronde, il en reste 4 minutes. Isabelle, tu as bien une question? 2 questions, vas-y. Ah bah d'accord. Bah, attends, tu as parlé, pose-nous une question. Bon, alors, oui, ce que je voulais vous dire, moi, tout à l'heure, puisque tu parlais des cas sévères, c'est que justement, pour des cas très sévères, le brolucizumab a pour moi aujourd'hui encore une place en première intention. Genre polype, par exemple, genre néovaisseau type 2, type 3, parce qu'avec une injection, on peut tout calmer, on n'a pas besoin obligatoirement d'en avoir 3. Et aussi les cas très sévères. On avait publié une série de 5 patients, c'est pas beaucoup, mais 5 patients avec des cas très sévères, avec juste 1 ou 2 injections de brolu, on les a calmés, on a augmenté un petit peu, etc. Donc c'était pour répondre à ta question pour est-ce qu'il y a un risque de déchirure de l'EP? Non, pas plus qu'avec les anciens. Mais les cas sévères, il faut aussi peut-être penser à faire 1 ou 2 brolus, et pouf, on s'en sort très bien. Et au moins, on teste très vite si ça vaut le coup ou pas de continuer à traiter ces patients-là. C'est très intéressant. Et est-ce que tu penses que pour le brolu, on a cette inquiétude des vascularites occlusives rarissimes mais gravissimes, est-ce que tu penses qu'une injection ou 2, il n'y a pas de risque de vascularite occlusive? Si, c'est pareil, potentiellement il y a un risque, mais il est très faible. J'avais calculé quand on avait, pour le brûlu, Novartis sortait avec toute la pharmacovigilance, tous les PV, tout ce qu'on déclarait, le nombre, etc. Le risque d'avoir une vascularite occlusive, donc une inflammation compliquée d'une vascularite occlusive avec BAV de plus de 15 lettres, donc significative, c'est 1 sur 5000 injections de brolu. Bon, 1 sur 5000, hein, c'est votre risque d'endophtalmie. Vous faites quand même des injections, c'est parce qu'il y a un risque d'endophtalmie. Donc, je ne dis pas de faire sur un type 1 du brolu toutes les 8 semaines à vie. C'est pas ça que je suis en train de dire. Encore que, si vous avez passé les 6 premiers mois, il y a moins de risque d'inflammation. Mais, parce que c'est les 6 premières injections qui ont surtout le gros risque d'inflammation. Mais après, encore une fois, sur un patient, vous avez un patient, il a un 10e, vous le voyez tardivement, cas très sévère, je pense ce cas-là, vous ne savez pas ce qu'on fait, est-ce que ça vaut le coup de traiter un petit peu ou pas? C'est un sujet que Yves m'avait demandé de traiter il y a 2, 3 ans ou 4 ans en arrière, je ne me souviens plus. On fait déjà un brolu, on voit très vite ce que ça donne. Donc ça peut être pas mal de ne pas faire peut-être beaucoup d'injections, de vite voir ce que ça donne. Ouais. C'est une balance risque-bénéfice et on a une maladie qui est extrêmement agressive sur le plan visuel. Donc, c'est parfois un risque à prendre.
tout à fait.